Vulgaire et sincère, épisode 9. C'est-à-dire que c'est juste après l'épisode 8 et juste avant l'épisode 10. Donc en fait, on est vraiment dans l'épisode 9, quoi. Je veux dire, c'est précis ici, c'est de la mécanique de précision. Chirurgicale, en fait. Donc, le sujet d'aujourd'hui, taisez-vous, c'est moi qui parle. Vous vous prédestinez à l'échec. Ah, je sais, ça fait mal au cul. Alors, quand je dis vous vous prédestinez à l'échec, c'est qu'en réalité, le cadre de pensée dans lequel vous faites les choses, si le cadre de pensée n'est pas bon, vous ne pouvez pas réussir. Et ce que je vais dire là, ça va peut-être vous rappeler des trucs que vous avez déjà entendus, etc. Et là, c'est probablement parce que j'ai déjà entendu ces trucs-là aussi, et du coup, je vous le régurgite de la façon dont moi je l'ai compris. Mais j'ai des exemples en plus appuyés. On s'en fout, je vais en parler. Jingle! Il n'y a pas de jingle. Donc, vous vous prédestinez à l'échec. Ça veut dire que peu importe le domaine qu'on va utiliser comme exemple, on peut utiliser le fitness, on peut utiliser gagner de l'argent, on peut utiliser améliorer mes relations, on peut utiliser améliorer ma santé mentale, on peut même les prendre les quatre. On va peut-être même parler des quatre. Vous vous prédestinez à l'échec dans la façon dont vous abordez la chose. Et vous vous en rendez même pas compte. C'est-à-dire que la façon dont vous parlez simplement déjà de ce que vous voulez faire, de l'objectif que vous avez, a déjà une influence sur la façon dont vous arriverez à cet objectif-là. Je vous donne un exemple. J'ai envie de perdre du poids, mais moi, j'aime pas le sport. Moi, le sport, ça fait 10, quoi. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans un cadre de pensée qui est déterministe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas fait pour faire du sport. Moi, je suis pas fait pour moi, le sport, ça marche pas. Je suis pas fait pour faire du sport. Ce qui est biologiquement et factuellement faux, en fait. Et peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais c'est faux. C'est-à-dire que votre perception à vous, la façon dont vous encadrez votre situation, euh, vous amène à penser que vous n'êtes pas fait pour faire du sport, mais ça n'est pas la réalité. Vous pourriez dire ça de manière différente. Vous pourriez dire je n'ai pas été conditionné dans ma vie à faire du sport. Je n'ai pas pris l'habitude de faire du sport. Je n'ai pas trouvé d'intérêt à faire du sport. Mais de dire que vous n'êtes pas fait pour faire du sport, c'est foncièrement faux. Et ça peut s'appliquer du coup à toutes les strates. Par exemple, dans mes relations, c'est une galère parce que je suis très colérique, mais je suis comme ça. Ben non, vous n'êtes pas comme ça. Vous avez ce trait de caractère, c'est vrai, mais vous n'êtes pas né colérique. Vous êtes par définition un produit de votre environnement, le fruit de vos expériences. Peut-être qu'il y a une part de préconditionnement dans la génétique, etc. Mais de dire que c'est défini, en fait, c'est ce qui vous prédestine à l'échec. Parce que vous partez dans un postulat qui est que vous ne pouvez pas être changé, qu'il y a des absolus, et que ces absolus vous empêchent d'arriver à ce que vous voulez. Parce que si on arrête de se mentir 2 secondes, ce que vous voulez, c'est arrêter d'être colérique pour ne plus foutre en l'air vos relations. Ce que vous voulez, c'est parvenir à trouver la motivation, ou en tout cas la structure suffisante dans votre vie personnelle, pour arriver à implémenter du sport et que ça devienne un truc qui fasse partie de votre quotidien. Est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a des exemples comme ça, est-ce que vous pensez que les héroïnomanes qui changent complètement leur vie, qui arrivent à trouver un boulot, qui arrivent à sortir de la came et qui deviennent des sportifs d'endurance, est-ce que vous pensez que eux, au moment où ils ont une seringue dans le cul, dans le bras plutôt, ils sont en train de se dire moi je suis pas fait pour faire du sport? Probablement, hein. Mais pourtant ils y arrivent quand même. Et pourtant ça paraîtrait inconcevable du point de départ où ils sont. Parce que tout est une affaire de conception en fait et de perspective. Moi, je commence à prendre conscience de ça parce que je vois par exemple mes parents qui vieillissent et mon père, il a bientôt besoin d'une prothèse au genou. Ma mère, pareil, elle a de l'arthrose au pied. Enfin bon, du coup, ils ont ces problèmes-là. Et vraiment, en fait, la pensée humaine est très unilatérale et très faite d'absolu, surtout quand la situation est difficile. Par exemple, mon père, il dit oui, mais moi, là, j'ai besoin d'une prothèse parce que là, ça me fait mal quand je marche et tout. Et moi, je lui dis toujours, parce que je sais que c'est ça la solution, il faudrait muscler la jambe. Plus tu vas muscler ta jambe et les muscles qui y a autour de l'articulation du genou, moins ton genou sera en tension parce qu'en fait, il récupère toute la tension en permanence. Oui, mais moi, j'ai jamais eu trop de jambes. Oui, parce que tu n'as jamais fait de sport et tu n'as jamais travaillé tes jambes. Mais c'est pas trop tard, ça peut commencer maintenant. Oui, mais et en fait, il y a cette espèce de cadre de pensée que non, je ne peux pas arriver à ce résultat-là. Mais c'est faux, c'est faux. C'est juste que le cadre de pensée dans lequel on se trouve n'admet pas cette possibilité-là. Et c'est systématiquement ça sur beaucoup de gens et beaucoup de sujets. Un autre exemple de ce cadre de pensée-là, c'est un truc que je rencontre avec des gens qui veulent du coaching et qui débarquent déjà en disant moi je te préviens, j'ai tout essayé et moi j'ai un métabolisme qui est bloqué et moi j'ai tel problème, j'ai X et Y et du coup c'est pour ça que ça marche pas la perte de poids. Donc j'ai même pas commencé l'analyse moi et on part du postulat que la perte de poids est impossible. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en partant d'une situation comme celle-ci, on part victorieux, on part avec des chances d'y arriver? Au contraire, on part avec zéro chance d'y arriver. Parce qu'en réalité, on se prédestine déjà à l'échec. Mais cette façon de se prédestiner à l'échec, c'est même une façon de se protéger, en fait. Parce qu'il n'y a pas de surprise dans un échec qu'on attend.
il n'y a pas de déception dans un échec qu'on attend. En fait, on voit la situation échouer, et comme ça, on peut même se dire par réassurance, et voilà, je le savais. Je savais que ça allait arriver. Et on peut même rentrer dans une spirale qui est encore plus profonde que celle-ci, qui est, tu vois, ça m'arrive toujours. C'est toujours comme ça avec moi. J'ai pas de chance. Ça me tombe dessus. Mais sans se rendre compte qu'en fait, à la base, on se prédestine à ces choses-là. C'est-à-dire que on a un cadre de pensée qui, dès le début, est voué à l'échec. Et je pense pas qu'on s'en rende compte. Parce que c'est à force d'être. C'est même pas du pessimisme, en fait. C'est juste une. C'est un peu comme le masochisme. C'est-à-dire que je m'inflige moi-même cette douleur pour que quelqu'un d'autre ne me l'inflige pas. Je m'inflige moi-même cet échec pour ne pas avoir à le vivre. C'est une façon de se protéger. Mais d'un côté, c'est aussi probablement la chose qui empêche beaucoup de gens d'avancer dans la vie, pourtant dans des domaines où ils aimeraient bien avancer. Et si je pousse l'analyse un petit peu plus loin, et c'est un peu la deuxième partie de ce podcast, parce que ce sera un podcast en 3 parties, je viens de le décider là. Ça masque en fait quelque chose qui n'est pas la croyance qu'on n'est pas bon ou qu'on n'a pas la capacité d'y arriver. Enfin, ce que ça masque, c'est une peur en fait. On a peur de prendre un risque. On a peur de se confronter à une situation dans laquelle on n'est pas confortable. On a peur de sortir de la routine et de s'exposer effectivement à un effort qu'on devrait fournir qui peut quand même mener à un échec. Et je pense que c'est aussi ça qui relie un peu la procrastination, hein. Plus on repousse une tâche, plus on repousse le risque qu'on va prendre en accomplissant cette tâche-là, plus on repousse le potentiel échec. Et en fait, si on le repousse suffisamment, on n'a jamais à vivre cet échec-là. Et c'est un cercle vicieux au final. Et je pense sincèrement que tous, à un certain degré, on a ce problème-là. Et la façon dont on le gère, et la façon dont on l'appréhende, ce problème-là, définit énormément des choses qu'on fait dans la vie, chaque jour, sans même s'en rendre compte. Une autre forme que prend cette espèce de prédéterminisme à l'échec, là, c'est le faux perfectionnisme. Et moi, c'est un truc que j'ai trop chaud, j'enlève ma veste. Le faux perfectionnisme, c'est le fait de dire moi, si je fais pas la chose parfaitement, ben, je la fais pas du tout. Ou alors, moi, je veux faire les choses bien, donc tant que je suis pas sûr d'y arriver, je le fais pas. Et c'est une pensée qui semble correcte sur le fond, parce que on a l'impression qu'on dit quelque chose de sensé, et même, j'ai envie de dire, on se flatte un peu son propre ego. C'est-à-dire que ouais, moi, je fais les choses bien tout le temps. Mais en réalité, ce que c'est une incapacité à prendre des risques, c'est une incapacité à se rendre vulnérable et à affronter la difficulté. Et j'ai envie de dire, c'est un manque de maturité. Parce que dans quel contexte dans la vie on a une certitude absolue quand on entreprend quelque chose? Ça n'arrive jamais. Quand on démarre une relation avec quelqu'un, on ne sait pas où ça va mener. Quand on va passer le bac, on ne sait pas si on va l'avoir. En fait, on peut mettre toutes les chances de notre côté, on peut faire des efforts, on peut bien se comporter, on peut étudier, mais jamais il y a une garantie. Enfin, quelle logique ça a de dire ah non, si je suis pas sûr de gagner, je le fais pas? Est-ce que les équipes de foot, avant d'aller dans un championnat, elles sont dans une certitude? Ouais, tant qu'on m'a pas dit que je gagnerais, je joue pas. Mais non, tout est fait d'incertitude. Et ça, encore une fois, je pense que c'est une protection. En fait, on dit moi, je fais pas les choses si je les fais pas parfaitement bien. Oui, mais du coup, de fait, tu ne fais jamais rien. Donc qu'on dise de toute façon, ça va foirer parce que moi, ça foire toujours, ou qu'on dise moi, tant que je le fais pas parfaitement, je le fais pas bien, c'est la même chose. C'est en gros, on va vers l'échec. Ou alors, de toute façon, quand on ne fait pas parce qu'on veut tout faire parfaitement et qu'on finit par ne rien faire du tout, ça reste un échec. Hein, parce que la seule possibilité qui sort de cette situation-là, c'est qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, on ne réussit pas, quoi. Au moins, quand on essaie quelque chose, il y a une chance que ça passe. Même si on fait les choses imparfaitement, il y a une chance que ça passe. Et c'est un truc que énormément de gens n'arrivent pas à comprendre, ça. Mais les gens qui font et les gens qui réussissent et les gens qui arrivent à accomplir des choses dans la vie, c'est pas des gens qui sont perfectionnistes. Au contraire, c'est des gens qui sont suffisamment entêtés pour continuer malgré les échecs. Et j'ai même envie de dire, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement brillants. C'est-à-dire que regardez les réseaux, à quel point c'est une belle métaphore de ça. Les gens qui sont sur les réseaux, c'est pas les gens les plus brillants, c'est les gens les plus bruyants. Ouais, je sais, le mot est presque pareil, c'est dingue. Quand on est brillant, c'est qu'on excelle dans ce qu'on fait. Quand on est bruyant, c'est qu'on a suffisamment de gueule pour qu'on nous regarde. Les réseaux, c'est ça. Le nombre de gens qui persistent sur les réseaux et qui font et qui font et qui font jusqu'à ce que ça marche et ça finit par marcher, c'est pas des gens qui sont meilleurs que les autres. C'est juste des gens qui se contentent qui ne se contentent pas de l'échec.
Tant qu'il y a de l'échec, il recommence. Putain, c'est tellement vers ça qu'il faudrait tendre, en fait, dans tous les aspects de la vie. Et malheureusement, je trouve qu'on se met des barrières psychologiques qui du coup nous amènent à ce prédéterminisme-là, ce déterminisme, cet échec déjà écrit, quoi. Pour reprendre l'exemple de mon père, qui a du coup le genou qui est flingué, qui n'a jamais travaillé les jambes de sa vie, qui s'est déjà fait opérer, qui a mal, et qui du coup son quadriceps, vu qu'il ne travaille jamais, une vie sans travailler un quadriceps, le quadriceps, il galère. Et il dit, oh, mais je peux pas, en fait. Et quand il dit je peux pas travailler mon quadriceps, ce que lui il imagine, c'est je peux pas me mettre sous une presse dans une salle de sport et mettre 100 kilos et faire 10 répétitions. Et je suis d'accord, tu peux pas faire ça avec un genou flingué. Mais du coup, tu peux pas non plus courir. Et du coup, tu peux pas non plus simplement faire un squat. Et du coup, tu peux pas. Et en fait, la conception, c'est de l'esprit, c'est je peux pas, en fait. Je peux pas. Mais c'est faux. On peut pas. Il n'y a pas rien à faire. Si le genou, quand il est assis en position de départ, on est sur une jambe tendue et qu'on peut le plier, ça, et qu'on peut faire ça sans avoir mal, simplement ça, eh ben c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose. Et partant de ce principe-là, on peut plier le genou 40 fois d'affilée. Le fait de plier le genou 40 fois d'affilée, ça fait un influx sanguin, ça stimule le muscle. Rien que ça, c'est mieux que de ne rien faire. Et c'est de là qu'on part, en fait, quand on fait quelque chose. Et c'est pareil partout dans la vie. On part du début. On ne part pas peindre une toile de maître après un cours de peinture. On va d'abord faire un fond. Ouais, le fond, il sera moche. Ouais, mais c'est normal. On va laisser sécher, on va mettre des trucs par-dessus. La première peinture, elle ressemblera à rien, mais au bout de 20 peintures, ce sera bien. C'est toujours ce que je disais quand je coachais des gens sur les réseaux. Tes 100 premières vidéos sera de la merde. Mais pour arriver à la 101e qui va être bien, il faut que tu postes les 100 premières. Tu vas poster de la merde. Ton perfectionnisme, on s'en bat les couilles. Ta peur de l'échec, on s'en bat les couilles. Ça n'a pas de sens d'attendre d'être prêt, d'attendre que ce soit parfait, de vouloir faire les choses trop bien, de vouloir des garanties. Ça n'a pas de sens. Ça ne fonctionne pas, ça, la vie. C'est pas comme ça, la vie. Les gens qui ont des garanties dans la vie, c'est les gens qui peut-être sont nés avec une cuillère d'argent dans le cul et qui du coup n'ont jamais eu à se poser la question du risque. Très bien pour eux. Mais ça, c'est pas des gens qui sont brillants. Les gens à qui on a tout donné, c'est pas des gens qui sont brillants. Si vous faites partie des gens qui n'ont pas toujours tout eu et qui prennent des risques chaque jour, sachez que vous avez des couilles. C'est dur d'avoir des couilles. C'est dur d'avoir peur, c'est dur d'être anxieux, c'est dur de devoir tenter, c'est dur de pas être sûr, c'est dur d'être dans le brouillard. Je sais qu'on était tous gamins à se dire putain, mais quand je serai adulte, j'aurai la vista, je saurai ce qu'il faut faire dans les situations difficiles. Personne sait. Vous vous rendez compte à quel point on est tous paumés ? Là, on galère, l'essence elle augmente, on se demande comment on va réussir à bouffer. Moi, j'ai du coaching que j'essaie de vendre. Vu que les gens ont plus d'argent, forcément, ça se vend beaucoup moins bien. J'ai des employés, c'est la galère. Mais putain, est-ce que vous pensez que c'est ça que je vais gueuler sur les réseaux ? Ouais, je galère. Non, parce qu'on fait tous semblant. On fait semblant qu'on y arrive, mais c'est pas vrai. Personne n'a de certitude. Tout le monde galère. C'est bon à savoir que tout le monde galère. Ça fait de vous quelqu'un de normal. Et quelqu'un qui a des chances d'arriver dans ce qu'il entreprend. Exactement comme les autres. Mais on est bassiné de success story dans tous les sens aussi. Hein, on a que des gens extraordinaires sur les réseaux à tel point qu'on finit par croire que c'est la norme. C'est pas la norme, putain. Il y a un petit pourcentage du monde qui poste sur les réseaux. Il y a un petit pourcentage du monde qui a beaucoup de chance, qui est poussé par l'algorithme. Et ces cas rares-là ont un tout petit pourcentage de chance d'arriver sur votre téléphone. Les cas les plus extrêmes, les plus rares des réussites arrivent sur votre téléphone concentrés. Et vous avez l'impression que le monde est fait de ça. Non. Le monde, il est fait de 99% de gens qui ne savent pas ce qu'ils foutent. Qui auraient besoin de thérapie, qui ne gagnent pas assez d'argent, qui n'ont pas une bonne santé. C'est ça le commun des mortels, putain. Et vous voulez des garanties. Mais putain, on est tous dans la même merde. Et des garanties, ça n'existe pas. Arrêtez de vous mettre des barrières. Les barrières que vous vous mettez, elles commencent dans votre tête, dans la façon dont vous vous exprimez, dans la façon dont vous présentez la situation. Déjà, si vous dites « moi, je suis comme ça », oui, forcément, la situation, c'est de la merde à la base. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai une autre analogie à vous présenter, c'est le surf, par exemple. Moi, je suis mauvais en surf. Mauvais, on va dire, d'une analyse extérieure. Mon niveau, si on met une échelle de niveau, il y a nul à chier, il y a mauvais, il y a débutant, il y a débutant plus, intermédiaire moins, voilà, tu remontes l'échelle comme ça. Moi, je dois être entre mauvais et débutant, quelque part. Voilà. Ça, c'est le point de vue extérieur. Maintenant, pour la quantité de surf que j'ai fait et le temps que j'ai passé à en faire, j'ai pas un si mauvais niveau que ça. Parce que je progresse plus que certaines autres personnes. Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir le faire régulièrement. Parce que je m'y donne, je suis assidu. Donc ça veut dire que, en tout et pour tout, mon niveau, il n'est pas si dégueulasse que ça. Mais de l'extérieur, il peut être considéré comme mauvais. Quand je vais dans l'eau et que je me dis que j'ai envie de faire une bonne session pour moi, c'est prendre une vague, en fait.
Si je prends une vague, ma session, elle est gagnée. Mais il y a toujours une partie de moi qui a envie de dire, ouais, mais quand même, fais chier, la vague, elle était pas assez longue. Ouais, mais j'aurais pu en prendre 2. Ouais, mais je. Si tu pars dans un mindset déjà insatisfait et ingrat, tu vas ressortir après avoir pris 4 vagues et tu vas avoir trouvé ta session à chier. Tu vois. Alors que si tu rentres dans l'eau en te disant déjà, putain, j'ai la chance de pouvoir être sur une planche un samedi après-midi, dans l'eau, tout seul, sans risque, sans peur, en contrôle de la situation, et je peux faire ça parce que j'ai investi du temps et j'ai appris à être dans ces conditions-là et à pouvoir interagir comme ça avec la nature. Putain, mais c'est tellement plus beau, quoi. Simplement la façon dont tu conceptualises ta situation, tu peux transformer une situation qui est pas terrible, j'ai pris que 2 vagues, en une situation extraordinaire. J'ai été proche de la nature, seul, en bonne condition physique, avec la santé, ma planche que j'ai achetée moi-même et tout. Et c'est des trucs complètement différents, quoi. Et à chaque fois que je vais à l'eau et que je ressors en me disant ouais, mais quand même, j'aurais pu faire un paquet de trucs. Mais déjà, projeter la chose d'une manière positive, ça change énormément de trucs. Et je pense que ça, il faudrait l'appliquer à tout. Tu peux pas partir du principe que tu es moins que les autres, que tu n'as pas de chance et te focaliser sur les négatifs. Parce que te focaliser sur les négatifs, c'est bien, d'une certaine manière, tu es conscient de tes faiblesses, tu es conscient des difficultés, mais si tu ne te focalises que sur les négatifs, ils vont prendre plus de place. Ton cerveau, en fait, ta réalité, elle est construite de ce que tu penses et des choix que tu fais et des opinions que tu as. Si tu passes ton temps à avoir des analyses critiques et difficiles envers toi-même et que tu es très négatif en permanence, l'essentiel de ton temps va être composé de ça, de ces critiques et de ce négatif. Alors que si tu transformes ta façon de réfléchir et que tu regardes les opportunités, tu regardes les possibilités, tu regardes ce que tu as la chance d'avoir, les choses qui font que tu peux améliorer ta situation, si tu remplis ton quotidien de possibilités, même si ça veut dire que tu occultes certains peut-être problèmes négatifs, on va dire, tu te mets dans un ratio en fait d'analyse globale positif. Et ça va t'amener plus loin que la certitude. Ça va t'amener plus loin que l'attente que les choses soient parfaites. Ça va t'amener plus loin que tout parce que tu seras naturellement câblé et plus ouvert pour du positif. Et c'est ça qui fait que la situation elle s'améliore. Tu vois. Alors que si tu te prédétermines en disant ouais, mais de toute façon, moi je suis en galère, c'est comme les nanas qui disent ouais, mais moi je tombe que sur des connards. Donc ça veut dire que écoute bien la phrase. Hein. Moi je tombe que sur des connards. Vérité générale. Je tombe sur des connards. Mais inconsciemment, ça veut dire que je suis dans un schéma où moi je tombe sur des connards. Et je vais peut-être même aller chercher un connard pour rassurer cette pensée-là, en fait, pour me dire que c'est pas ma faute. C'est le sort qui est comme ça. Et du coup, à chaque fois que je tombe sur un connard, ça vient confirmer ce que j'ai. C'est-à-dire que moi, je suis pas responsable, que les connards me tombent dessus et que c'est l'univers. Mais est-ce qu'on peut 2 secondes réfléchir à quel point c'est irrationnel de dire ça? C'est-à-dire que les connards s'organisent pour tomber sur cette meuf? Non! C'est qu'il y a une part inconsciente de recherche du connard en soi. Parce que tu traînes peut-être à chaque fois au même endroit et tu es attiré par le même genre de profil et tu ne regardes pas les mecs qui ne sont pas des connards et qui, en fait, ne réveillent pas cette appétence en toi. Et pareil pour les mecs. Hein. Pareil pour les mecs. Moi, je tombe que sur des mecs que sur des meufs vénales. Je tombe que sur des meufs qui en veulent à mon fric. Ouais, mais tu les cherches où, ces meufs? Est-ce qu'après la première meuf qui voulait ça, est-ce que tu as été à un autre endroit pour la chercher? Ou est-ce que tu es passé par le même canal pour retomber sur une meuf qui est exactement pareille et pour dire ouais, de toute façon, c'est. Non! Il n'y a pas des meufs qui s'organisent pour dire on va tomber sur ce gars-là, on va le dépouiller. Ça ne marche pas comme ça. Tu es fait et tu forges ta réalité en fonction de ce que tu recherches, même inconsciemment. Et ça commence par la parole. Tu vois, si tu commences par dire ouais, moi je tombe que sur des connasses, etc. Ouais, ben déjà vérité générale, super. Et si on essaie de changer un peu la formulation et qu'on dit ouais, j'ai pas eu de chance sur les dernières relations, maintenant je vais aller voir dans d'autres cadres. J'ai essayé sur Hinge, je vais aller sur Tinder. Je sais pas. J'ai essayé au bar, ben maintenant je vais aller à la bibliothèque. Voilà. Et peut-être que je tomberai pas sur des connasses. Mais rien que le fait de faire ça, ça change tout. Hein. Ça change complètement le contexte. Hein. Alors que si tu vas au même bar pour dire qu'à chaque fois tu tombes sur les mêmes meufs, ouais, ben, super. C'est quoi le dicton déjà? Qu'il faudrait être fou pour espérer des résultats différents en ayant tout le temps la même méthode. Einstein, je crois. Mais c'est ça. Tant que tu es dans ton déterminisme là négatif de j'y arrive pas et la vie c'est comme ça et c'est dur, ben, tu resteras dans l'échec, malheureusement. Et cet échec te rassurera parce que tu le connais et que du coup, tu n'as pas d'effort à fournir parce que de toute façon, l'univers est fait comme ça, que ça te tombe dessus et que tu n'y peux rien. Et toute ta vie, tu la passes à te dire que de toute façon, c'est pas ta faute. Mais c'est ta faute! C'est ta faute tout comme c'est la mienne quand je me voile la face. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire que les difficultés n'existent pas et que la situation d'un tel peut être difficile. Bien évidemment qu'elle peut être difficile. Mais si on part du principe que ces difficultés sont ce qui détermine nos chances de réussir, et uniquement ça, on n'y arrivera jamais. On est obligé de faire avec ce qu'on a. C'est la réalité. On a les cartes qu'on nous a données au début de la vie, quoi. Mais malheureusement, on peut pas.
Il faut faire avec. Il faut faire avec. Mais se focaliser sur ouais, j'ai pas eu autant de chance qu'un autre, etc. Ou alors il y a ça qui m'emmerde. Oui, il y a ça qui t'emmerde. Mais qu'est-ce que tu vas y faire du coup? Tu vois? Je suis d'accord. Il faut rendre compte des difficultés. Il faut être conscient de la situation dans laquelle on est. Mais on peut pas se focaliser sur ça. C'est pas possible. Moi, j'ai un syndrome anxieux généralisé, par exemple. Tu vois? Et est-ce que du coup, je dis oui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, l'anxiété, c'est un truc qui me quittera jamais. Je suis voué à être. Mais non, putain, je réfléchis pas comme ça. Il est où mon téléphone? Vous allez comprendre. En fond d'écran, j'ai mis aucun. Alors, je vous le lis en anglais parce que je l'ai mis en anglais, hein, d'accord? No amount of anxiety is going to make any difference to anything that is going to happen. Hein. Aucune quantité d'anxiété ne changera quoi que ce soit à ce qui est supposé arriver. Ça veut dire que même moi, pour me rappeler tous les jours ça, là, je me dis, ouais, t'es anxieux, mais sache que l'anxiété que tu t'infliges ne changera rien. S'il y a un truc catastrophique qui arrive, ça arrivera que tu sois anxieux ou pas. Ça veut dire que 100% du temps que tu passes en anxiété, tu te l'infliges tout seul. Parce que ça changera que dalle, tu vois. Au lieu de me dire, ouais, je suis anxieux, c'est comme ça, je me dis, ouais, mais rappelle-toi que ça sert à rien ton anxiété, tu vois. Et à chaque fois que je vois mon fond d'écran, je redescends, je me dis, ouais, mais là, si t'es anxieux, mon pote, sache que ça change rien. Autant lâcher prise. C'est un travail de tous les jours. Mais si je fais de ce syndrome anxieux généralisé là le truc qui me définit et que je peux pas changer, ouais, mais ça me définira toujours. Je ne lui donne aucune chance de changer à ce problème-là. Alors que si je me dis j'ai un syndrome anxieux généralisé et je fais en sorte de travailler dessus et de ne pas le laisser me diriger, j'y arrive pas tout le temps. Putain, j'y arrive pas tout le temps. Il y a plein de fois j'y arrive pas en fait. Mais j'essaie quand même. C'est comme l'alcool, c'est comme la picole. Genre, je me considère pas comme guéri, tu vois. Mais je ne dis pas non plus que je suis dans la merde. Je fais ce que je peux pour essayer de combattre l'envie de picoler, de me mettre des cuites comme ça, là. Et des fois, j'y arrive pas. Des fois, je mets une cuite et voilà. Parce que c'est un chemin et que l'échec fait partie du jeu et l'imperfection fait partie du jeu. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer. Si t'arrêtes d'essayer, ça sert à quoi d'être sur la planète? Si t'arrêtes de prendre des risques et que tu te confortes comme ça, là. Peut-être que ça te va. Peut-être que c'est plus agréable de se conforter, là. Mais moi, je pense pas. Je pense pas. La vie, elle est faite pour vivre, expérimenter, et surtout pas se dire quand on aura 80 balais, ah putain, si j'avais pris plus de risques, si j'avais été plus positif, si j'avais eu d'autres idées et tout. Non, non, je suis à peu près sûr que vous allez sur toutes les interviews quand ils vont voir des papis et des mamies dans la rue. Là, c'est quoi que vous regrettez le plus dans votre vie? Tous, ils disent oh, j'ai trop travaillé, j'aurais dû plus profiter, oh, j'aurais dû plus voyager, oh, j'aurais dû. Ouais, parce que sur le moment, t'as l'impression que ces limites, elles sont réelles. Mais une fois qu'elles le sont plus et que tu te rends compte que 40 ans plus tard, en fait, t'en aurais rien eu à foutre d'avoir pris ce risque-là parce que tu préfères avoir des souvenirs plutôt que des regrets, tu reviendrais, tu donnerais tout pour revenir 40 ans en arrière et changer les choses. Mais tu pourras pas. J'ai vu ma maman, elle m'a envoyé une vidéo de Fabien Olicard, extraordinaire, où il dit imaginez la situation que vous voulez avoir attends. Imaginez-vous la situation la pire possible dans 10 ans. Ok. Genre, là où vous en êtes en ce moment, on va dire que vous faites en sorte que ça soit catastrophique dans 10 ans. Donc, genre, plus de boulot, plus de conjoint, plus de conjointe, la maladie, j'en sais rien. Je sais pas comment. Et il dit fermez les yeux maintenant et imaginez-vous sur votre téléphone dans 10 ans, comme ça, en train de scroller, et vous levez les yeux et vous réalisez qu'en fait, votre situation elle s'est dégradée comme ça. Et vous revenez 10 ans en arrière et vous vous dites qu'est-ce que j'aurais pu faire pour empêcher ça? Et cette personne-là qui se dit il y a 10 ans qu'est-ce que j'aurais fait pour empêcher ça, c'est vous aujourd'hui. Vous aujourd'hui, maintenant, vous avez le pouvoir de faire en sorte que le pire n'arrive pas dans 10 ans. Qu'est-ce que vous faites? Quelle décision vous mettez en place? C'est quoi le plan d'action? C'est aujourd'hui en fait que ça commence. La vie elle commence aujourd'hui. Votre prédéterminisme de merde, vos échecs là déjà prédestinés, non, on arrête ça maintenant. J'arrête ça aussi. Tout le monde arrête maintenant. On n'est pas parfait, on en chie, oui c'est vrai, mais c'est pas censé définir notre existence. On a des chances d'être heureux et on va être heureux. Merde. Moi j'en ai marre d'en chier, j'en ai marre. Non, positif maintenant. Il faut être optimiste. Ok? Vous savez quoi? Au niveau où j'en suis maintenant, là, je me parle à moi-même. Je me regarde dans le retour de la caméra. C'est pour moi que je fais ce podcast. C'est pour moi m'écouter. Pour me dire à moi-même, bouge ton cul, mon gars. Arrête d'être pessimiste. Ça sert à rien dans la vie, en fait, le pessimisme. Putain. Soyons éperdument, de manière désillusionnée, soyons optimistes. Essayons des choses. Prenons le temps qu'on a parce qu'il est si court, quoi. Putain, 33 ans, j'ai l'impression que j'en ai 17. Tellement ça passe vite. Je vais pleurer à force. Vulgaire et sincère, épisode 9. Merci de m'avoir suivi. Je suis désolé, celui-là, il était un peu plein d'émotions, complètement déconstruit. J'espère qu'il vous a plu. Le peu de gens qui me regardent, merci. Merci à vous de me regarder. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être. Je vais faire une pause réseau dans pas longtemps. Une pause de 1 mois, là, parce que j'en ai besoin pour ma santé mentale.
Je sais pas si je continuerai les podcasts ou pas. Mais en tout cas, merci infiniment pour votre soutien. Je vous aime. Et prenez soin de vous.